Bonjour Eric. Jean-Marc. Donc nos grands entretiens sont entrés en période de fête. Donc on va parler bonne bouffe, on va parler bons produits, on va parler gastronomie, on va parler terroir. Des trucs que je connais un peu, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi Eric Boschmann pour ce 24 décembre. Eric, la première question c'est, on se tutoie hein, dans la vie, on se tutoie, il n'y a pas de raison qu'on change les choses. Si tu devais définir d'ailleurs ton métier. Ça c'est compliqué. J'ai combien de temps? Non, je pense que je revendique saltimbanque parce que je fais plein de choses et je trouve que les saltimbanques sont des gens qui sont polymorphes, qui s'adaptent, qui rebondissent. Ils peuvent être clowns, jongleurs, comédiens, acteurs, plein de choses différentes. Et je me sens, je me revendique ça. Je suis sommelier à la base, c'est l'essence de ma vie, mais saltimbanque, je le dis fièrement. Parce que le milieu de la restauration, c'est comme Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais tout petit. C'est pour ça que j'ai pas mis de rayures, j'ai mis des points. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'ai pas eu le choix. C'est à la fois mes parents, mes grands-parents, mon frère, mes neveux maintenant, ma nièce, mon cousin. Il y a toujours un restaurant Boschmann. Alors il y a un restaurant à Grand-Rieu, la cuisine des Boschmann, le Grand-Rieu, où un de mes neveux travaille, l'autre a créé un truc de sushi qui s'appelle Sushime. Mon cousin, lui, à la Galantine, du côté de Warem. Ma nièce à Charleroi, ça s'appelle les filles de l'atelier. Une famille en or. Exactement. En cuivre, comme les casseroles. Une famille en cuivre. J'ai toujours dit que si mes grands-parents avaient été intelligents, au lieu d'ouvrir le Luxembourg à Charleroi, ils auraient ouvert le Charleroi à Luxembourg. Et on serait riches. Voilà, ils l'ont ouvert à Charleroi à la toute grande époque de Charleroi, dans les Golden 60s, même avant, dans les fins des années 40. Ils ont vécu la vie merveilleuse de Charleroi à cette époque-là. Et puis la famille a bougé un peu, mais on est resté dans la région. Mais ça veut dire que l'hôtellerie, c'était presque une obligation pour toi? Non, aucune. Ou c'était une envie? C'est une envie. J'ai de la chance d'avoir des parents qui nous ont, ni à mon frère ni à moi, rien imposé. Ils ont eu le bon goût de pas nous baigner dans une religion tout petit alors qu'on comprenait rien. Ils nous ont pas baignés dans la politique non plus, et ils nous ont pas obligés à être dans la restauration. Mon frère, à un moment, voulait faire de la mécanique et on lui a laissé l'occasion de travailler dans un garage et tout. Et puis, il s'est rendu compte que ça l'excitait pas et qu'il préférait la restauration. Moi, j'ai décidé de faire l'école hôtelière et on m'a dit OK, mais tu feras l'école hôtelière à Namur. Oui, enfin voilà. Et puis qui était la plus réputée. Qui est toujours, je pense, une des plus réputées aujourd'hui en Wallonie en tout cas et en Belgique aussi, qui est une école. Je peux pas dire élitiste parce que c'est malvenu, mais en fait, qui est une école qui a des principes. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est, tu sais, une école, enfin, quelle que soit l'école, les écoles faciles, on n'en retient rien. Les écoles où on rame un peu, on en retient plus. Et les écoles qui imposent un drill, c'est des trucs qui restent toute une vie. Même quand c'est plus vraiment ton métier. Moi, j'ai plus vraiment de restaurant. Mais on imagine pas très bien le Eric Boschmann de maintenant dans le côté rigueur d'une école hôtelière. Alors, je vais te dire, j'ai eu, en tout et pour tout, sur mes 5 ans d'école hôtelière, j'ai eu 2 heures de colle. Et j'avais les cheveux plus courts à l'école hôtelière que pendant mon service militaire. Ça, c'était le niveau. Il y avait un directeur qui était une terreur, mais en même temps qui était un gars qui a fait, qui a continué la notoriété de l'école et qui l'a mise sur les rails de l'époque contemporaine. Donc, c'était pas mal, ouais. J'ai retenu un truc, c'est que la vérité n'est jamais du côté du plus grand nombre. C'est pas de moi, c'est de Boris Vian, mais je le vis avec beaucoup de plaisir. Et Namur, c'était un peu ça, j'ai appris ça. Et sommelier, c'est une vocation? Ou tu aurais pu être chef, tu aurais pu être... Alors sommelier... maître d'hôtel. J'ai été meilleur maître d'hôtel de Belgique, l'année où j'ai été meilleur sommelier de Belgique, mais pour moi, ce qu'il y a d'intéressant dans la sommellerie, que tu n'as dans aucun autre domaine de la gastronomie, c'est l'infini. Il n'y a pas de limite. Tu me diras dans la cuisine aussi, mais disons que l'essentiel, tu peux le connaître dans une vie. Il y a toujours 20% que tu connaîtras pas, mais dans le vin, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Moi, je ris quand je vois des gens qui me disent je m'y connais en vin ou laissez mon petit bonhomme, moi je m'y connais. Dans ces cas-là, je peux être vraiment odieux. Quand j'ai
une secrétaire qui téléphone, on dit plus secrétaire, on dit assistante. Quand j'ai une assistante qui appelle en disant, vous pourriez faire une dégustation, mais faut vraiment faire attention parce que mon patron s'y connaît en vin, j'ai énormément de pitié pour elle, sachant que son patron est un vrai connard et que déjà il lui fait peur et en plus il ose prétendre qu'il s'y connaît en vin. Mais donc Éric, Louis de Funès, dans l'aile ou la cuisse, oui. La fameuse scène. C'est pipeau, hein. Ça n'existe pas. Non, c'est pipeau, parce qu'il y a des trucs qui n'existent pas. Une pourriture noble en suspension, c'est impossible. La pourriture noble, tu la vois pas. Et si en plus elle est en suspension dans la bouteille, c'est que ton pinard est foiré. Donc, non, ça marche pas. Donc c'est ce qu'il fait reconnaître un vin sans le goûter, c'est impossible? Si tu l'as bu 1 heure avant, ouais, ça va. Pour mes 40 ans, mon associé à l'époque m'avait fait une blague, une dégustation à l'aveugle avec handicap, et donc je devais manger des chips au curry entre chaque vin, et j'ai reconnu les 3 premiers vins parce que je les avais vus dans le frigo, et ah ouais, parce qu'en dégustation, un petit coup d'œil sur l'étiquette, c'est 20 ans d'expérience. Je ne triche pas, je mesure voilà, j'évite d'avoir l'air d'être trop con. Mais alors, j'ai un vin avec lequel on travaillait, on l'achetait par palette entière. J'ai pas reconnu parce que j'étais d'abord je riais beaucoup et qu'ensuite je mangeais des chips, c'était dégueulasse. Donc voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à avoir un discours différent d'un sommelier traditionnel? Tout de suite ou dès le début? Je me souviens de m'être fait engueuler. Donc t'as tout de suite été un sommelier pas comme les autres? Bah ouais, parce que quand j'ai eu mon titre de meilleur sommelier de Belgique, il y avait un secrétaire de la gilde, un très vieux monsieur qui avait connu Mathusalem enfant et qui m'a fait une grande leçon de morale parce que j'étais venu en tenue de soirée, mais au lieu d'avoir un smoking, j'avais un Spencer écossais et j'avais trouvé des bretelles pour tenir mon pantalon qui étaient des bretelles qu'on utilisait, les surfeurs utilisaient ça, c'était large comme ça et rose, pas dans les codes, fluorescente. Mais j'ai mis un nœud papillon, donc j'étais un peu dans les codes. Non, j'ai toujours pas rué dans des brancards, mais je trouve qu'il faut regarder les choses un tout petit peu en décalage. Ça veut dire qu'en tant que sommelier, tu n'aimais pas le côté, vocabulaire traditionnel, la manière de présenter les bouteilles traditionnelles. Ça m'a toujours gavé. Le discours un peu pompeux. Ça m'a toujours gavé. Il y a 30 ans, ça m'a gavé, et aujourd'hui, ça me gave encore plus, parce que j'espérais que la jeune génération soit capable de réinventer un truc et d'être beaucoup plus simple. Et ils se sont enfermés dans un discours masturbatoire. On te prend le vin et on te dit c'est minéral. Ça ne veut rien dire, minéral. Personne n'a sucé des cailloux. Personne connaît le goût des cailloux. Je veux dire, à moins des bleus dans les baptêmes bien bourrés. Mais je veux dire, il y a peu de gens qui connaissent ça. Et on te dit c'est minéral et tendu et ça sent la fleur blanche. La fleur blanche, le lys ou l'églantier ou la pomme. Ça veut rien dire. Et je pense que toute ma carrière, et tant que j'aurai l'occasion d'en parler, ça continuera, c'est de vulgariser. Moi, ce qui m'intéresse... Un peu de démystifier, surtout. Démystifier, bien sûr, démythifier, ouais. Vulgariser. Ce qui m'intéresse, c'est que le plus grand nombre comprenne. Ça sert à rien d'avoir un vocabulaire d'assureur. Je veux dire, il faut que les gens comprennent, et qu'ils comprennent clairement. Le vin, c'est du plaisir, c'est un lubrifiant social, c'est aussi un poison. Et il faut pouvoir manager sa consommation, quoi. Et pourquoi tu as arrêté le restaurant d'autres sommeliers? Ah mais j'ai jamais arrêté d'être sommelier. Je continue à parler de vin. Dans la restauration. Je suis plus dans un restaurant depuis 2000. J'ai eu un gros accident le 1er août 99, qui m'a tenu un peu à l'écart des terrains. Quand je suis revenu, mon associé avait tout changé. Et je suis pas du type roseau, moi je suis plutôt du type chêne, voire gland. Et donc j'ai rompu. Et j'ai pas voulu refaire un resto. Et j'en suis assez heureux parce que j'ai eu une autre liberté et que le monde change. Le monde a changé. Je sais pas si je me serais adapté avec plaisir. Aujourd'hui, je m'adapte avec plaisir parce que je suis dans un truc mouvant. Je suis en radio, en télé, en papier, sur les réseaux sociaux beaucoup, dans la vraie vie aussi. Mais dans un axe où on peut discuter à égalité avec les clients. Quand tu es dans un restaurant, les clients que j'ai connus à une époque étaient des clients habitués au restaurant. Moi, je travaillais dans la grande restauration. J'étais chez Romeyer, qui avait 3 étoiles au Michelin. J'ai travaillé chez Bruno quand il avait 3 étoiles. J'ai fait la première carte des vins du Comme Chez Soi
avec des vins étrangers. Il y avait pas il y avait un étranger hors France. Et les clients qui allaient là-dedans étaient des clients qui avaient une culture du restaurant. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent. Beaucoup de gens te disent pas, je suis allé au restaurant, ils te disent, j'ai fait telle table. T'as rien fait du tout, gros. T'es allé, t'as mangé, t'as fait caca. Donc il faut arrêter le truc. J'ai fait Gagnère ou j'ai fait Trucmuche. T'as été une fois. Qu'est-ce que t'as vu en allant une fois? Moi, on avait des clients qui venaient tous les 15 jours. Et quand ils te disaient c'était pas bien cuit, tu savais qu'ils te disaient c'est pas bien cuit. Aujourd'hui, t'as des mecs qui te tapent des avis sur TripAdvisor en disant la couleur des murs est moche. Qu'est-ce qu'on s'en branle que ça te plaise pas? On mange pas les rideaux, comme on dit. Exactement. Je veux dire, parle-moi de trucs objectifs. Donc je pense que j'aurais été fort désagréable. Ce qui m'exciterait, un de mes fantasmes, c'est de faire un resto où j'aurais pas besoin d'argent. C'est un resto où j'aurais pas besoin de rentabilité et que je puisse choisir en disant ouais ok, toi tu peux pas. Pas parce que t'es noir, jaune, bleu, je m'en fous. C'est parce que je sens bien que ça va pas aller entre nous. Il y avait un gars dans les années 70-80 qui s'appelait Roland Dereux. Je l'ai pas connu, t'es trop jeune, qui se trouvait du côté de Waterloo. Tu pouvais avoir réservé et tout. S'il avait pas envie, il ouvrait pas la porte. Et je trouve que c'est génial. Moi, j'adore ce genre de truc complètement dingue. Il y en avait un comme ça à Strasbourg, l'oignon der Strubel. C'était le même truc à l'époque où je travaillais là-bas. T'avais réservé, t'arrivais, le mec avait ta gueule lui revenait pas, il ouvrait pas. Mais je trouve ça tellement drôle. Est-ce qu'Eric Boschmann, il aurait pu être un grand chef? Non. Non, j'ai pas la pourquoi? Parce que je suis incapable de toute forme de répétition. J'ai un problème dans le tourner en rond. Et la cuisine, c'est ça, faut pas l'oublier. Je pense qu'on a fait une erreur sémantique terrible en disant que les cuisiniers sont des artistes. Il y a une notion de création, mais c'est de l'artisanat. Parce que tu vas reproduire 100 fois, 1000 fois, 5000 fois la même assiette. T'as des cuisiniers qui font la même chose depuis 20 ans. On change un ingrédient et ça marche. Et ils auraient tort. Ça, c'est chiant. Pour eux, visiblement pas. Moi, je trouve ça extrêmement chiant. Faire 2 fois le même truc, ça me casse les pieds. C'est ça qui est génial avec le métier de sommelier. C'est que ton client, j'ai toujours, le même client, il vient 5 fois au restaurant. Il vient pour le boulot, avec ses amis, avec sa famille, avec sa femme, avec sa maîtresse. Dans les 5 cas, il va manger le même truc. Mais il va boire 5 trucs différents. Parce que s'il vient avec sa maîtresse, il va prendre une bouteille, il se fout du prix, il n'a pas besoin de toi, 3 minutes avec lui, grand maximum, et tu dégages. S'il vient avec sa femme, surtout s'il est marié depuis 25 ans, il va te faire chier pendant un quart d'heure parce qu'il sait pas quoi raconter. S'il vient avec sa famille, il fait le Jacques. S'il vient avec des amis, t'es obligé de faire le clown avec. Si c'est business, tu dois disparaître. Rien que ça. Et puis je te parle pas du prix, de la qualité du vin et tout. Donc c'est un métier où t'es obligé de faire de la sociologie, t'es obligé de t'adapter, t'es obligé de voir ce que le client veut. Et je trouve ça fantastique. Moi j'adore ça. Quand Eric Boschmann va au restaurant, est-ce qu'il prend les forfaits vins? Jamais. Et est-ce qu'il faut prendre les forfaits vins? Ou jamais? C'est une énorme question. Et comment toi tu verrais les forfaits vins en fait? Alors, c'est-à-dire le rapport qualité-prix. Si tu continues à poser des questions en même temps, je vais pas pouvoir répondre, je te le dis. Hein. Donc, non, je prends jamais le forfait vin, ça m'emmerde. Je trouve qu'en général, pour le montant d'un forfait vin pour 4, tu peux te taper des belles bouteilles aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, dans les forfaits vins, il y a un truc où t'exerces pas ton libre arbitre. Et j'ai un sale goût pour la liberté, et donc je préfère choisir. Et troisièmement, je pense que le forfait vin est un truc qui ruine le métier de sommelier. C'est-à-dire que oui, il faut trouver les trucs, mais tu peux pas mettre le même forfait vin pour tout le monde, ou alors tu fais que des menus. Or, on sait aujourd'hui que le menu est mort, on va revenir à la carte. Les gars qui nous imposent le même menu, 6 services pour 4, sont des gars qui n'ont pas compris l'évolution du monde, même s'ils sont jeunes. Le menu, ça fait chier tout le monde. Si t'as pas envie de te taper 8 plats, et alors en plus si c'est des bouchées à la con comme ça, où les mecs ont bossé en te mettant 19 épices, arômes et trucs mûches, et que tu goûtes plus rien, il y a un moment où je rêve d'un boudin compote, juste un bon boudin et une bonne compote, quoi. On t'a vu, réagir aux guides gastronomiques. Oui. À ce qu'ils ont décidé, ou bien ou pas. Mais est-ce qu'ils ont une utilité, ou c'est du pipeau total? Bah, ils ont l'utilité. Parce que bon, toi qui as été meilleur sommelier de Belgique, ça veut dire que t'as quand même aimé
comment dire, un peu les rien à voir, le succès, les non, médailles. J'aime les médailles, j'aime le succès, comme beaucoup de gens. Mon ego s'en satisfait. Mais les chefs aussi, ils aiment bien ça. Bien sûr. Est-ce que c'est pas leur bulletin? Bien sûr que c'est leur bulletin, et c'est pour ça qu'ils courent tous au truc. Les chefs qui te disent, moi j'ai refusé mes étoiles, mais tu sais que c'est du pipeau, personne refuse ses étoiles. Le mec qui refuse ses étoiles, c'est parce qu'il sait qu'on va lui retirer, et voilà. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Maintenant, est-ce que les guides ont une utilité en dehors de la restauration? Ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de guides vendus réellement. Je dis pas fournis avec le leasing de ta bagnole. Je veux dire, vendus réellement. Est-ce que c'est plus que 4000 exemplaires ou pas par an? Est-ce que 4000 exemplaires, c'est significatif? Voilà. Est-ce que des gens se déplacent à travers le monde en suivant les étoiles Michelin? Oui. Quand on a 2 ou 3, c'est clair. Est-ce que 2 ou 3 toques au Goemio, ça a une valeur? Et alors, est-ce que les titres que décerne Goemio, du sommelier de l'année, du meilleur italien, du meilleur fichtique, etc., ont un intérêt? Poser la question, c'est y répondre, bien sûr que non, mais ça permet d'exister. Commercialement, oui. Commercialement. Ouais. Mais est-ce qu'un guide gastronomique est censé faire plaisir à tous ses sponsors? Parce que on t'a surtout vu sortir sur le fait que le Comme Chez Soi a perdu sa deuxième étoile. Est-ce que c'est parce que c'est un pote? Alors, non et oui. Oui, parce que c'est un pote et je trouve ça. Je connais son travail en profondeur. Tu vois, c'est quelqu'un que donc pour toi, c'est pas mérité. Ah non, c'est clairement pas mérité. Je veux dire, c'est encore aujourd'hui. Mais tu sais, le meilleur guide, il est dans le fait qu'un restaurant soit rempli. Et le Comme Chez Soi, il est toujours blindé. Et donc, à partir du moment où c'est toujours blindé, ça veut dire qu'il y a une clientèle qui se reconnaît dans ces valeurs-là. Que ce soit le Comme Chez Soi, la villa, le chalet. Chacun a sa clientèle. Est-ce que le chalet est 2 fois meilleur parce qu'il a 2 étoiles que le Comme Chez Soi? On est bien d'accord que non. Est-ce que le Comme Chez Soi est 2 fois moins bon? Non plus. Je veux dire, ça se tient à des détails. Ce qu'il faut admettre avec un guide, c'est sa subjectivité. Je réclame le droit à la subjectivité, pardon. Je pense que l'objectivité, dès qu'il s'agit de goût, n'existe pas. Et je pense même que l'objectivité n'existe pas. Parce que si tu dois choisir entre aller à gauche ou à droite, qu'est-ce qui te fait aller à droite ou à gauche si tu n'as pas de carte routière? C'est parce que la lumière est plus belle ou parce que le paysage te plaît plus. Pourquoi Eric Boschman ne fait pas un guide? Parce que ça n'a pas d'intérêt. Parce que je ne peux pas... c'est pas que j'ai des principes, mais quand même un petit peu. Et je vais pas aller faire un truc que je reproche à d'autres. Je me pose des questions depuis des années. Tu sais que j'ai écrit pour Moustique. Je parle de vin, je fais des bancs d'essai. Et ça fait des années que je cherche une formule qui me permettrait de dire avec qui boire le vin. Parce que pour moi, c'est le plus important. Qu'ils sentent la proute d'ours, le Reseda, tout ce que tu veux. Bon, ça, c'est mon job de le décrypter. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est dans quelles circonstances. Et on dit toujours, prenez-le avec un poulet rôti, une côte de bœuf, un truc. Oui, bien sûr. Mais avec qui et quand? Qui et quand, c'est bien plus important. Et je parviens pas à le mettre dans un paramètre facilement compréhensible. Alors tu t'imagines faire un guide par-dessus ça, je pourrais pas. Mais j'arriverai un jour à expliquer parce que je dis toujours aux gens, je le fais dans mes spectacles, je leur dis qu'il y a la différence entre du vin, un bon vin et un grand vin. Du vin, tu l'oublies avant de l'avoir pissé. Donc tu dois regarder les taches sur ta chemise pour savoir ce que t'as bu. Le bon vin, t'es à 2, tu finis ta 2e bouteille et tu fais, ouah, déjà. Et le grand vin, c'est un truc dont tu te souviens sans avoir besoin de scroller. Tu sais quand, où et avec qui. Mais ça peut être du rosé de Provence dans un gobelet en plastique avec des glaçons. C'est le moment. Tu t'es amusé, t'as passé un moment génial, la lumière était belle, il faisait bon, t'avais des amis, des gens que tu aimes autour de toi, il n'y a pas eu de pétard, ou vous vous êtes engueulés comme des fous, tu vois, mais des amis, quoi. Ouais. C'est ça qui fait le goût du vin. Tu parles évidemment beaucoup de vin. Est-ce que tu goûtes beaucoup de vin? Ouais, un peu trop. C'est quoi ta moyenne? Écoute, on a calculé, Maria, qui est mon assistante, qui est là derrière, a calculé, avant Covid, j'étais à 4000 échantillons par an. Je suis un peu moins maintenant, mais c'est la tapée, c'est-à-dire... Mais tu goûtes ou tu bois? Ah non, je bois pas. J'ai déjà comme ça, t'as vu, j'ai un petit problème de surcharge pondérale. T'imagines que si je buvais... Non, j'ai un de mes potes sommeliers qui est en train de mourir d'un cancer du foie et lié à sa consommation, sans qu'il ait jamais été détecté comme un gros alcoolique. C'est ma crainte
total. Je veux dire, j'ai été pété une fois dans ma vie. Je sais qu'il y a plein de gens qui croient pas que c'est vrai, mais j'ai été pété une fois dans ma vie et j'essaye de m'y tenir. Parce que tu n'as pas l'alcool mondain, comme on dit? Ah, j'ai l'alcool mondain comme tout le monde, mais je sais comment il faut faire pour pas boire. C'est-à-dire, tu vas toujours avoir ton verre en main, tremper les lèvres dedans et l'abandonner lâchement. Quand un autre arrive, comme ça, t'as toujours Mais si je donne tous mes trucs, ça va plus, hein, c'est un truc. Bon, parlons un peu bouffe. Est-ce que tu manges des fast-food? Va-t'en. Non, évidemment. Comme tout curieux, tu as dû goûter. J'ai goûté. Pour savoir que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tout à fait. J'ai même goûté des Otakos, donc ça te situe jusqu'où je suis allé dans l'abnégation. C'est Koh-Lanta pour toi, ça. Ah, Koh-Lanta, c'est bien pire que Koh-Lanta. C'est regarder la VRT sans sous-titres en noir et blanc avec des films serbo-croates, tu vois. C'est hors de ma compréhension, mais je pense que c'est la vengeance des enfants qui ont des parents qui les ont obligés à bouffer des carottes bio à 10h à la récré. Et en fait, l'excès... Mais c'est vraiment pas bon? Enfin, tu n'aimes pas ça? Ah non, c'est vraiment pas bon. J'aime pas ça. J'aime pas ça. En fait, ce que je n'aime pas, c'est cette non-consistance autour du gras avec du sucré. Ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, mais on est dans une époque comme ça. Parce que désolé, dans la cuisine actuelle, il y a le fameux sucré-salé. Ah ben oui, mais tu sais pourquoi? C'est très intéressant. On devrait tous, dans les écoles hôtelières, en tout cas, avoir des cours de sociologie. On n'a jamais eu aussi peur que pour l'instant. Là, on est le 24 décembre. Dans 15 jours, dans une semaine, les salaires prennent 10% dans la gueule. Le gaz, l'électricité, tous les contrats qui sont arrivés enfin vont exploser. Tout le monde se dit comment je vais faire. T'as la trouille. Quand t'as la trouille, tu bouffes sucré. Les jeunes, ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur, parce que c'est pas la guerre en Ukraine n'est qu'une plaisanterie par rapport au reste. Et puis en plus, tu vois, la corruption à tout niveau, on est une république bananière. Le juge Clay se dit qu'il croit même plus en la démocratie. Quand tu vois ce qui se passe à Anvers, moi je dis qu'il faudrait un pouvoir de droite à Anvers. Ah, c'est déjà ça. Ah merde. Donc ça fonctionne pas l'extrême droite non plus. Donc t'as raison d'avoir la trouille. Et pourquoi tu bouffes sucré? Parce que t'as la trouille et que tu veux un truc qui t'emmerde pas. Tu veux du mou, du sucré, sans odeur. C'est la bouffe d'aujourd'hui. C'est la bouffe d'aujourd'hui. Et je vais pas faire du Jean-Pierre Coff. On sait bien que on pisse face au vent quand on dit il faut manger local. En 2020, première année du Covid, le local a augmenté de 35%, son chiffre d'affaires national. Essentiellement en Wallonie, puisque l'agriculture flamande ne permet pas de faire du local de la même manière. En 2021, il a repris 35%, donc c'est plus que 70%, parce que 35 plus 35, enfin 35 de 35, c'est pas 70. Et en 2022, il a fait moins 65. Si tu comptes l'inflation de 19 à 22, on est en dessous de 19 au niveau des achats locaux. Parce que tout le monde préfère pousser son caddie comme un mouton en se révoltant. Ah ben non, tout qu'on ne fait pas. Et en se disant, oui, mais j'ai plus d'argent, alors je vais acheter du poulet chez un discounter qui me fait 3,40 du kilo. Mais le mec qui achète du poulet à 3,40 du kilo, s'il ouvre sa gueule en parlant de bien-être animal, je le castre moi-même. Hein. Mais, Eric, là, tu touches à un point essentiel. Pourquoi le circuit court est plus cher? Le circuit court est plus cher parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Il n'y a pas de subsidiation indirecte, comme on peut l'avoir sur la grande distribution ou les très grosses entreprises qui profitent d'aides européennes, américaines, etc., etc. Le circuit court, il bosse tout seul, il a sa bite et son couteau. Donc il a déjà ça, et il peut pas se permettre de perdre. T'as des mecs qui peuvent faire un produit d'appel avec du poulet à 3,40 du kilo. Ils s'en foutent, parce qu'ils vont en vendre X dizaines de tonnes, mais à côté de ça, ils vont vendre des croquettes sur lesquelles le coefficient est de x4 ou de x5, et donc l'un dans l'autre t'équilibres. T'es producteur de poulet, tu vends que du poulet. Tu vends pas des croquettes avec. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus cher, mais pour moi, il y a une notion sociale. C'est pas juste, t'as pas besoin d'un vélo pour sauver le monde. T'as besoin de solidarité. C'est bien plus important d'aller voir d'autres humains que de proclamer que t'as raison parce que t'as un backfit où tu mets les enfants pour les écraser sur le tram le matin. Je veux dire, c'est ridicule. Cette notion d'avoir raison parce qu'on est dans un acte minoritaire, ultra minoritaire, c'est pas juste. Ce qu'il faut, c'est de la solidarité.
avec les producteurs, avec les consommateurs. Ma compagne habite dans le bas de la ville, juste en face du petit château. Et tous les soirs, quand je rentre depuis des mois, je vois ces gars qui dorment dans des tentes. Et tous les soirs, je suis malheureux. Alors les gens du quartier ont fait à bouffer pour leur donner des trucs, on leur a donné des tentes et tout. Mais qui sommes-nous pour accepter ça? Qui sommes-nous? Ok, ils sont pas blonds aux yeux bleus, ils sont un peu noirs. Et c'est pour ça qu'on les accepte pas? C'est quoi le truc? De quel droit? Ce sont des humains. Ces mecs ont faim, froid, ils sont loin de chez eux. Alors les gens te disent, ouais, mais ils ont de l'argent pour avoir un iPhone. Putain, c'est le seul moyen de téléphoner chez eux. Est-ce qu'on peut pas être solidaire? Être solidaire de nos producteurs, parce que j'en connais des agriculteurs qui vendent, qui se suicident, parce qu'ils s'en sortent pas. J'en connais qui s'en sortent bien, parce que ils ont compris le marché. Mais j'en connais qui marchent pas, et on continue à acheter du jambon pré-tranché avec du gras intégré par-dessus. On continue à acheter du poulet à 3,40, mais on veut des légumes bio. Mais et on est con au point de bouffer des tomates bio en février. Tu parles beaucoup de terroir, tu es un peu un ambassadeur du terroir wallon. C'est pas un argument marketing? Non. Ah non, moi pas. Dans mon cas, certainement pas. Là, je suis en train de travailler pas l'achèvement, mais le bout de ma carrière. Je me suis demandé, comme tout le monde, tu vois, quand on arrive à mon âge, il y a un moment où on se dit, bon, dans 10 ans, dans 15 ans, je finis de bosser, et quoi? J'aurais fait quoi? Regardez derrière toi, et tu vois que t'as pas fait grand chose. J'ai eu quelques médailles, machin, et le décor mes toilettes. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de trucs, des bibliothèques pleines de livres. Et en fait, là, la chance m'a permis de rencontrer une femme qui développe un vignoble avec moi dans ma région, dans le sud du Hainaut. Et on va faire un vignoble, on a déjà acheté les terrains, etc., etc. Et donc pour moi, le local, c'est pas juste pour me valoriser, c'est pas un business. Oui, je suis payé par la PAC W, mais avec ce qui me paye, je peux pas manger. Et je suis pas, comment je dirais, je ne supporte pas de porter une cause à laquelle je ne crois pas. Jamais j'ai fait ça, et je le ferai pas. J'ai fait des trucs pour Redmans, le boucher. J'ai été discuté avec eux avant. J'ai eu des certitudes par rapport à une série de choses que je posais. L'origine des viandes, pourquoi, le comment. C'est des trucs auxquels je crois beaucoup. Parlons un peu de Noël quand même, et de ce fameux réveillon. Alors, j'ai très bien connu Noël. Oui. Alors, Eric, on évite quoi au réveillon? Après, je vais parler apéro, dinde... On évite les accumulations débiles. Voilà. On évite la dinde, parce que c'est dégueulasse, et que ça vient pas de chez nous, et que il n'y a pas de production de dinde. Enfin, si, il y a quelques productions, micro-productions, et elles sont très bonnes, mais elles sont très chères, parce que c'est des toutes petites productions. Si on veut de la dinde bon marché, ben voilà. Autant prendre un chapon, une bonne volaille, un bon poulet de grain, quoi. À la place de la dinde. On évite de se lancer dans des numéros compliqués, triple salto arrière, vrillé piqué, avec un double lutz. Faites ce que vous faites bien. Un bon hachis parmentier avec du canard confit, un peu de foie gras. C'est très bien, ça plaît à tout le monde. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais aussi mal mangé chez soi, alors qu'on n'a jamais autant parlé de bouffe dans les médias. Et j'appelle ça la Jean-Pierre Pernaudisation. C'est-à-dire que, tu vois, Jean-Pierre Pernaud, dans le journal, il te montrait le dernier sabotier de l'Aveyron. Et tout le monde disait, oh, le sabotier, c'est magnifique, il le fait à la maigne et tout. Oui, mais il a 93 ans, il lui manque un œil, il a plus que 3 doigts, et il n'a pas de successeur. Et la bouffe, c'est ça, aujourd'hui. Top Chef, c'est pas de la cuisine, c'est de la télé-réalité. Tu sais, le premier truc qu'on apprend dans une école hôtelière, c'est on ne court pas dans une cuisine. Premier truc qu'on fait dans Top Chef, c'est courir. Ça prouve bien que c'est pas de la cuisine. Tu n'aurais donc pas pu faire Top Chef? Ah non, mais jamais. Ça m'aurait fait rire, ça, tiens. C'était un truc, moi, dans Top Chef, je suis sorti au premier tour, hein. C'est un truc, mais de toute façon, j'ai pas la compétence. Et puis, je suis pas tatoué. J'ai beaucoup de défauts. Est-ce que ceux qui font Top Chef sont de mauvais chefs? Ah non, pas du tout. Moi, je suis très très pote. C'est vraiment un ami avec Julien Lapraille, Jean-Phi, Watteng. Ce sont des gars que j'aime beaucoup et que je fréquente. Et ce sont des bons cuisiniers, vraiment.
Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'utilisation justement de la qualité de ces gars dans une émission qui ne parle pas de cuisine, qui parle de performance, qui file des complexes à tout le monde. La cuisine, pourtant, c'est pas une guerre. Désolé, ce sont de grands chefs ou chefs au féminin qui sont dans le jury. Qui sont extrêmement qui sont extrêmement bien payés. Mais c'est pas n'importe qui. Non, mais ils sont Donc bien payés. Il y a une vraie caution gastronomique. Non, ils sont bien payés. Tu sais, il y a des grands chefs qui ont mis leur tronche sur des bouillons en poudre de chez Knorr. Mais on parle pas de la même chose. On parle d'une émission qui parle quand même de leur métier. Non, mais on parle de la même chose. Donc, est-ce que Top Chef montre la réalité du métier? Non. Absolument pas. Absolument pas. La cuisine, c'est pas une guerre. La cuisine, c'est une équipe. C'est pas des individus qui s'affrontent les uns les autres. C'est une équipe. C'est pas du gaspillage pour avoir une assiette qui fait schmut. C'est la cuisine. Moi, je dis que cuisiner, c'est aimer. Il y a un acte d'amour dedans. Dans l'artisanat, il y a l'amour de la pièce bien faite et bien finie. Et je veux dire, un artisan, qui soit menuisier, cuisinier, plombier et tout, ce qu'on aime, c'est le mec qui aime le travail bien fait. Que ce soit un vidéaste, un journaliste, on aime le gars qui va au bout de son truc. Pourquoi est-ce que on nous met des cuisiniers où on demande d'avoir des caractères qui sont dignes des Marseillais contre le reste du monde? Et c'est tout ce qu'on leur demande. Moi, je veux des gars qui cuisinent, pas des gars qui me fassent 12 restaurants. Je veux des gars qui cuisinent, qui soient chez eux, qui soient heureux de faire à bouffer, heureux de me recevoir dans leur restaurant et qui durent, qui sont encore là 5 ans, 10 ans plus tard, sous une autre forme peut-être, mais qui sont encore là, parce que exister aujourd'hui, c'est facile. Durer, c'est autre chose quand même. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ces enfants qui mangent du fast-food parce qu'ils ont mangé trop de carottes quand ils étaient petits, est-ce que tu crois à une culture du goût, à une éducation au goût? J'y crois vraiment. Et quelle forme ça pourrait prendre? Parce que tous les enfants n'aiment pas les chicons, tous les enfants n'aiment pas les betteraves. Tu sais comment on fait pour voir qu'un enfant n'aime pas un produit? Il faut lui présenter 7 fois sous 7 formes différentes. Et là, tu peux dire qu'il n'aime pas. Les enfants utilisent la nourriture aussi comme un chantage. Moi, j'ai une fille, je m'entends magnifiquement avec elle. Qu'est-ce qu'elle m'a fait chier pendant des années parce qu'elle voulait pas de persil dans ses assiettes, ok. Puis quand on a plus mis de persil parce que voilà, on n'en mettait pas de toute façon, nous a emmerdé sur l'ail alors qu'elle bouffait de l'ail dans tous les plats parce qu'elle a vécu à Toulouse toute son enfance. Et donc là, on a compris que c'était juste un jeu de pouvoir. Il y a quelques années, Marie Arena avait une responsabilité au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avait initié un truc assez génial, c'est la semaine du goût. Et on avait envoyé des chefs dans les écoles faire des exercices pour les gamins, leur apprendre à goûter une tomate, une pomme, goûter la différence de consistance. Tu sais, les gamins, c'est terrible, il y a une vraie césure, mais plus que ça, c'est une rupture entre les campagnes et les villes. Et il y a 3 générations d'ici. On partait pas en vacances à Acapulco, mais on partait en vacances à Bohan, chez le cousin qui avait une ferme. Et tout le monde avait vu une vache, un cochon, une poule. On savait comment ça fonctionnait plus ou moins. Aujourd'hui, t'as la 3e génération de gens qui ont jamais quitté, entre guillemets, la ville, qui sont pas allés à la campagne. Ils sont allés aux Maldives, ils sont allés dans le sud de la France, mais ils savent pas comment bosse un paysan. Et on connaît pas le goût des choses. Cet été, j'étais avec des amis en vacances, dans le Luberon, et j'achète un melon. Melon mûr. Tu vois, il est pas vert, le melon mûr. Il est brunâtre, tu vois, la couleur d'un melon. Et ça sent. Un melon mûr, tu le mets dans une pièce, ça sent. J'ai 3 ados avec moi, 2 femmes, 2 amis, donc. Et un matin, je dis, on va prendre le melon au petit déjeuner. Et je vois tout le monde qui fait la gueule. Je dis, mais quoi? Il est pourri, ton melon. Ben, je dis, non, il est pas pourri. Je coupe le melon en 2. Je dis, regardez, il est pas pourri, il est sain. Simplement, il est mûr. Ah non, mais ça a trop de goût, on peut pas, quoi. Et là, tu te retrouves face à un truc, c'est que le trop de goût est quelque chose d'embarrassant. Et c'est pas le trop de goût, c'est le goût naturel. Mais comme on bouffe des melons pas mûrs, tu vas au resto, t'as des melons qui croquent sous la dent. Ça croque pas un melon, c'est pas une pomme. Et donc, il y a une éducation au goût, j'en suis intimement persuadé, qui doit commencer dès le plus jeune âge. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les écoles, tu as des mouvements tels Gaïa, qui interviennent, alors absolument anormal qu'ils puissent intervenir dans les écoles, que des institutrices ou des instituteurs acceptent,
que des professeurs acceptent, c'est aberrant, c'est pas normal, quoi. Parce que ces gens ne répondent pas forcément la vérité, ils répondent leur vérité, qui est quand même fort biaisée, et les interlocuteurs d'en face qui pourraient amener un complément de vérité n'ont pas le droit de s'exprimer. Exemple, le foie gras. Le foie gras, si tu veux, on peut en parler beaucoup, mais on peut parler de plein d'autres choses. On peut parler du bœuf. Les mensonges qui sont répandus autour du bœuf en te disant qu'il faut 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de viande, c'est du pipeau. C'est réfuté par toutes les facs d'agronomie à travers le monde. On est entre 42, 47 litres d'eau. C'est-à-dire qu'il faut moins d'eau pour faire 1 kilo de bœuf pour faire 1 kilo d'amande pour faire du lait d'amande. Mais aujourd'hui, t'as plein de gens. Ma belle-fille, l'an dernier, à l'école, ville de Bruxelles, question, il faut 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Et tu vois ça, mais t'as qu'une seule envie, c'est d'aller hurler auprès de la direction. Et tu sais que ça sert à rien. Parce que quelqu'un qui a laissé passer ça en est persuadé. Et on est dans un monde où il n'y a plus d'éducation à la confrontation, on n'a que de la confrontation, on n'a pas de débat, et au niveau du goût, c'est la même chose. T'as le bon goût, et le reste, c'est pour la réinstauration d'une semaine du goût, d'un mois du goût, d'une année du goût. Non, mais moi, je suis pour un travail en profondeur vers les plus petits. Il faut les emmener dans les campagnes. Il faut refaire des classes vertes, mais des classes vertes. Bon, on va aller voir ce que c'est qu'une ferme de près. On va aller voir ce que sont les animaux, comment on les travaille, comprendre que un producteur est forcément quelqu'un qui aime. C'est sa marchandise, même si c'est pas de l'amour comme on l'entend. Il va pas bousiller sa bestiole. Il y a un moment, il faut quand même utiliser son cerveau pour réfléchir, quoi. Avant de te souhaiter de bonnes fêtes, je vais quand même utiliser un gros mot. Qu'est-ce que tu penses des véganes ? Alors, soit je fais une feinte, et on se prend 1 million de clics, en disant que chacun a le droit d'avoir ses difficultés cérébrales, ou je pense que, je parle sérieusement, que tout ce qui est excessif et non avenu. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut avoir une conscience de l'environnement et du monde. Je respecte énormément ces gens. Ce que je ne respecte pas, c'est leur prosélytisme, que ils veulent obliger le modèle, qu'ils le vivent et qu'ils le vivent bien. Tant mieux pour eux, qu'ils évitent de porter des chaussures en plastique, parce que ne pas porter d'animal pour porter du plastique, c'est créer un autre problème. Moi, le vegan ou la végane, tant qu'il vit son truc dans son coin et qu'il me fout la paix, je lui fous la paix, c'est un truc mutuel. Quand il vient m'expliquer que c'est mal de faire ci ou de faire ça, je dis allez viens, on va aller discuter. Mais tu te rends compte quand je le fais exprès pour finir, quand je publie des trucs sur mes réseaux sociaux à propos du foie gras, je veux te dire ils attaquent en meute. Ils sont pas plus sains que les autres. Et généralement c'est des Français. En France, il y a vraiment une crispation aujourd'hui qui correspond pas à notre culture. Et les mecs ils t'attaquent en meute, quoi. Vraiment, c'est rigolo à voir, tu vois. C'est du vrai harcèlement, mais j'ai un peu de mal à comprendre aussi le harcèlement sur les réseaux sociaux, parce que quand quelqu'un ne te plaît pas sur les réseaux sociaux, tu fais masquer, bloquer. Mais pas vraiment de difficulté. Il y a rarement une main qui sort de l'écran pour te frapper. Bah, alors on arrive à la trêve des confiseurs, donc on va se souhaiter et joyeux Noël et bonne année, Eric. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir consacré du temps.